Et avec nous ce soir pour le grand débat d'OVPL, Anne Levade, bonsoir. Constitutionnaliste et présidente de l'Association française de droit constitutionnel. Dominique Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Professeur de droit constitutionnel à la Sorbonne. Jean-Baptiste Daoulas, bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique à l'Express. Caroline Michel-Aguirre, bienvenue à vous. Chef Merci. du service affaires à l'Obs. On va tout de suite regarder la une de cette semaine. La une de l'Obs, très belle une, on vient de parler de Yannick Jadot. Géant vert, point d'interrogation. Son parcours, sa stratégie, ses rivaux. Avant d'aller vers les interprétations politiques, je voudrais qu'on soit un tout petit peu précis. Anne Levade, le gouvernement semble vouloir renouveler intégralement le Sénat en 2021. En a-t-il tout simplement le droit ? Alors, constitutionnellement, c'est évidemment une question difficile, puisque, de fait, le Sénat a été conçu comme étant une chambre qui était renouvelée progressivement, anciennement par tiers lorsque les mandats étaient de 9 ans, et désormais par moitié. L'argument pour ce faire, c'est évidemment, dans le prolongement d'une réforme institutionnelle qui est en cours, l'idée de la réduction du nombre de sénateurs, comme d'ailleurs de la réduction du nombre de députés. Et la difficulté que rencontre l'exécutif dans la mise en œuvre de cette réforme, c'est une difficulté que l'on a pu connaître par le passé, mais en sens inverse, puisque je rappelle qu'en 2003, il y a eu une réforme sur la composition et la durée du mandat des sénateurs. Simplement, on a augmenté le nombre de sénateurs. Et donc, l'idée avait été d'appliquer cette réforme progressivement. C'est-à-dire qu'on avait gardé le rythme du renouvellement. Alors, le principe du renouvellement par tiers ou par moitié progressif, c'est la loi organique qui le prévoit. Et donc, dans ce cadre-là, c'est un mécanisme de transition, en quelque sorte, pour l'application de la réforme, qui devra être accepté, y compris, bien sûr, par les sénateurs. C'est là que peut-être il peut y avoir un peu de friction. Dominique Rousseau, qu'est-ce que vous pensez de cette idée Elle vous semble faisable? Elle vous semble constitutionnelle? Elle vous semble juste? Alors, faisable, non. Je pense que s'il y a une légitimité à une seconde assemblée dans la République, il ne faut pas qu'elle ait le même mode ou le même rythme de recrutement que l'Assemblée nationale. Donc, un renouvellement partiel, par moitié, par tiers, on peut le décider, mais renouveler d'un seul coup le Sénat comme l'Assemblée nationale porterait atteinte à un équilibre entre ces deux assemblées. Ça, c'est sur le plan de la faisabilité. Sur le plan de la constitutionnalité, alors ça relève de la loi organique, donc on pourrait imaginer que c'est plus facile de modifier la loi organique que la loi constitutionnelle, mais comme c'est une loi organique qui concernerait le Sénat aurait nécessairement sur cette loi organique le dernier mot, et par conséquent, ça ne pourrait pas se faire. Ça ne pourrait pas et d'ailleurs, se faire. les sénateurs sont contre, ils l'ont fait savoir. Je vais juste vous citer Jean-Pierre Sueur qui s'est confié à nos équipes de Public Sénat. Le renouvellement par séquence de 3 ans donne une sorte de permanence qui est utile. Il y a des échéances, il faut les respecter. Cela n'a pas de sens de réduire le mandat de 2 ans. On ne peut pas, écoutez bien, trafiquer la démocratie. Jean-Baptiste Daoulas, c'est fort comme terme. On ne peut pas trafiquer la démocratie. Le gouvernement essaierait de trafiquer la démocratie. Oui, c'est extrêmement fort. Et d'ailleurs, comme l'ont dit Anne Levade et Dominique Rousseau, on sait que ça pose des problèmes techniques de ce passage, puisqu'il faut respecter une proportionnalité entre le nombre de députés et de sénateurs. Ce qui semble étrange politiquement, c'est que, alors que le gouvernement a l'air d'être dans une phase de négociation, vraiment d'apaisement avec le Sénat, c'est d'asséner directement en début de discussion, alors que le projet de loi se dévoile à peine, un renouvellement total. Il aurait peut-être tout simplement dû demander aux sénateurs comment ils envisageaient le renouvellement, puisque cette difficulté technique, il faut peut-être la faire partager aux sénateurs également. Et donc d'un point de vue politique, effectivement, ça ouvre la voie à ce genre de réaction que vous venez de citer des sénateurs, complètement épidermique, sachant que les sénateurs, vous allez quand même devoir leur demander leur avis à la fin pour valider l'ensemble de la réforme. Donc politiquement, c'est un petit peu étrange. Et Caroline Michel-Aguirre, les derniers mois ont montré aussi que nos institutions, notre pays, avaient aussi besoin d'une forme de stabilité, de continuité. C'est un peu étonnant comme angle d'attaque. On peut envisager, mais c'est une pure hypothèse, que ce soit une pure tactique, d'y aller très fort, d'entrer, boum, pour affoler tout le monde, bien crisper les sénateurs, puisque une des... Pardon de la viande. Pardon de le dire comme ça. Non, je dirais plutôt ce que Emmanuel Macron a bien perçu depuis le début et sur lequel il a joué sur du velours depuis 2 ans, c'est la défiance immense des Français avec les acquis de la représentation nationale, députés, sénateurs. À tort ou à raison, c'est un sujet qui revient en permanence. Donc, vous crispez les sénateurs réagissent comme ils viennent de le faire en disant « Oh là là, c'est pas possible !» Et là, quelque part,
c'est une pure hypothèse, mais on joue sur des velours en regardant. Regardez-moi ce vieux monde, dès qu'on veut faire quelque chose, ils sont contre. Et après, vous commencez la négociation. Si c'est de la pure tactique, c'est comme ça que ça se joue. Alors, vu le contexte politique, vu les tensions des derniers mois entre l'Élysée et le Sénat, se pose effectivement cette question du coup de pression, du coup de bluff de l'exécutif en vue de ces négociations. Alors, Emmanuel Macron brandit-il la menace d'un renouvellement intégral du Sénat pour montrer les muscles avant l'examen du texte? Nos équipes ont posé la question à Muriel Jourdas et Sandra Cerquera qui a interrogé la membre de la commission des lois. Écoutez. C'est possible que ce soit un coup politique, j'avoue que j'en serais assez désolée parce que je crois que les institutions méritent mieux quand même que le coup politique. En tout cas, je pense que notre ligne sera assez claire là-dessus, les institutions et rien que les institutions, donc pas de renouvellement intégral tel que cela est prévu, mais tout ça est encore soumis à discussion, me semble-t-il. Anne Levade, cette théorie, cette hypothèse du coup politique, vous y croyez ? Alors, c'est évidemment pas exclu. J'allais dire, il y a presque un double coup politique possible. La première chose, c'est qu'il faut rappeler aussi que au-delà même de la dimension institutionnelle, une des raisons politiques pour lesquelles les sénateurs se crispent, c'est bien sûr la succession des échéances électorales. On a des municipales, donc comme par un fait exprès, on propose le 2021 comme échéance, c'est-à-dire un an après les municipales, mais un an avant la présidentielle. Donc on voit bien, avec un Sénat qui aujourd'hui a une majorité qui n'est pas favorable à Emmanuel Macron, on voit bien derrière les arrière-pensées politiques qu'il peut y avoir. Deuxième élément, et je prolonge ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, l'image d'un Sénat qui serait une chambre de l'immobilisme est une image que l'on renvoie assez facilement au Sénat, même si ça ne correspond pas à la réalité. La ficelle est un peu grosse. Voilà, même, hein. La ficelle est un peu grosse, mais d'une certaine manière, c'est un moyen de tordre le bras au Sénat en disant... Sur ce volet-là, c'est-à-dire la diminution du nombre de parlementaires, c'est réputé être une mesure dans le climat actuel que veut l'opinion. Donc, ce qui empêcherait, on dit souvent, et c'est vrai que le Sénat a un droit de veto sur les révisions constitutionnelles et institutionnelles de manière plus générale, bien évidemment, c'est un moyen de dire au Sénat, si vous voulez passer pour ceux qui nous empêchent de faire les choses, nous n'hésiterons pas à le dire. D'avancer dans des mesures qui ont plutôt la faveur de la population. Ça peut être aussi, frapper très fort pour après en rabattre. Reculer. Dans cette même idée, c'est-à-dire de donner l'impression qu'on négocie. Oui, c'est d'autant plus étonnant que ce coup de force apparemment contre le Sénat est contrebalancé par le fait que dans la nouvelle proposition de révision constitutionnelle ou organique ordinaire, l'exécutif, le président de la République, fait des concessions au Sénat, puisque toute la partie sur la procédure parlementaire est éliminée. La question de la diminution du nombre de parlementaires qui était 30%. Alors justement, on va peut-être voir l'image pendant que vous le racontez, parce qu'effectivement, ça fait des mois que cette réforme des institutions pollue les relations, mais récemment, il y avait du mieux, effectivement. Lors d'une conférence de presse le 25 avril, Emmanuel Macron avait fait un geste en direction du Sénat, Dominique Rousseau, revoyant à la baisse, effectivement, la réduction du nombre de parlementaires de 30 à 25%. Pas mal de lignes rouges ont été enlevées, avait même dit l'entourage d'Édouard Philippe. Le président du Sénat lui-même a dit ce matin sur LCI qu'il y avait des avancées. J'ai envie que nous réussissions, a dit Gérard Larcher. Dominique Rousseau. Oui, je pense que, en plus, avec le résultat des européennes, il faut bien voir que le Sénat se trouve dans une situation politique difficile, puisqu'il va y avoir des élections municipales au mois de mars, et qu'avec le renouvellement du Sénat, s'il y a un certain nombre de mairies qui, étant donné la situation des Républicains, passent complètement ou partiellement en marche, évidemment, la composition... Ou tout simplement pas LR du tout. Ou pas LR du tout. La composition du Sénat, et par conséquent, le poste même de président du Sénat est en jeu. Donc là, il y a un rapport de force entre le président Larcher qui défend son poste et qui défend donc le mode de scrutin pour les prochaines échéances, et puis la révision de la Constitution. Donc à mon avis, tout ça devrait... On ne dit pas que le Sénat, c'est la chambre de la sagesse, donc tout ça devrait se terminer. Et les sénateurs sont très sages, on le voit quotidiennement ici, Jean-Baptiste Daoulas. C'est vrai qu'il y a ce potentiel coup politique, double coup politique, disait même Anne Levade. Oui, de coup politique. L'idée, c'est que, quelque part,
il y a plus qu'un bras de fer, il y a une vraie crise de confiance en soi. C'est-à-dire que les sénateurs, depuis le début, voient cette réforme dirigée contre eux, dirigée comme contre le Parlement, livrer les parlementaires à la vindicte des Français. Mais avec une forme de paranoïa ou pas? Ou il y a de quoi aussi de paranoïa, comme le disait Dominique Rousseau, les partis qui ont été retirés dans cette version du projet de loi étaient quand même extrêmement négative pour le Sénat, qui était placé dans une position d'infériorité absolue vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Donc c'était pas du tout acceptable pour les sénateurs en l'état. Donc il y a effectivement, si c'est une paranoïa, disons un manque de confiance tout à fait compréhensible de la part des sénateurs. Cela étant, le manque de confiance, il est aussi du côté de l'exécutif. Là, vous avez comme une multitude de questions. Est-ce que Gérard Larcher veut vraiment arriver à un accord ? Est-ce que si Gérard Larcher veut vraiment arriver à un accord, est-ce qu'il va être capable de le faire respecter par sa majorité ? C'est comme des poupées russes en fait. Vous avez une question, puis une autre question, et même quand même vous arrivez à un accord avec Gérard Larcher, est-ce qu'il a vraiment l'intention de le faire respecter également ? Ou est-ce qu'il n'est pas en train de vous faire venir dans une sorte de nasse quelque part, vous faire perdre du temps, vous épuiser ? C'est une partie d'échec là. Oui, c'est complètement une partie d'échec. Parce que si vous regardez le fond quand même, si on s'intéresse au fond de la réforme, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour supprimer la Cour de justice de la République. Tout le monde est d'accord pour enlever les anciens présidents de la République du Conseil constitutionnel. Tout le monde est d'accord sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a 3 points qui bloquent, c'est ce qu'a dit Gérard Larcher ce matin. Mais même la diminution du nombre de parlementaires, 30, 25, 20, bon, on y arrivera. La proportionnelle, on y arrivera. Donc globalement, il n'y a rien qui bloque. La question, elle est politique. C'est-à-dire la question, c'est de savoir si le président Larcher, qui apparaît aujourd'hui comme un des sauveurs de la droite, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait Nicolas Sarkozy, mais quelle droite il construit ? Certains à droite disent qu'il ne faut pas s'opposer systématiquement lorsqu'il y a des choses qui sont bien. Bon, là, apparemment, il y a des choses qui sont bien dans la proposition d'Emmanuel Macron. Et donc, est-ce que la droite se reconstruit dans une opposition systématique, c'est-à-dire même si c'est bien, on dit non ? Ou bien est-ce que la droite se reconstruit par, bon là, on n'est peut-être pas d'accord globalement avec Macron, mais cette réforme-là, elle nous convient puisqu'on l'a déjà acceptée. C'est un vrai test, donc, voilà. Donc c'est un test aussi sur la redéfinition de la stratégie politique de la reconstruction de la droite. Caroline Michelet. Oui, l'arrière-texte politique, c'est exactement ça. On a bien vu que depuis 2 ans, le lieu de l'opposition, enfin de l'opposition parlementaire à Emmanuel Macron, c'est le Sénat. C'est Gérard Larcher qui l'a incarné physiquement. Et après cette explosion façon puzzle des Républicains après les élections européennes, on le sait, on le lit tous les jours dans les journaux, que La République En Marche est dans une démarche totalement politique, de vider de sa substance autant qu'il est possible ce qu'il reste des Républicains. Dans ce contexte, il ne reste pas beaucoup de leaders de la droite. Gérard en poste, par ailleurs. Gérard Larcher fait partie des personnalités qui ont émergé dans l'opinion publique. Donc, en effet, tout ce sous-texte-là est complètement... Et Gérard Larcher veut jouer un rôle dans cette recomposition que les Républicains appellent de leur vœu. Donc, le sous-texte, c'est ce bras de fer entre la majorité à l'Assemblée et l'exécutif et ce qu'il reste de l'opposition de droite. Et ça va se jouer sur, en effet, le positionnement par rapport à cette réforme. Et le bras de fer, pour revenir à ce que je disais, tactique, c'est tout de suite de renvoyer, et c'est ça qui est, en psychanalyse, on dirait l'inconscient du truc, c'est de renvoyer tout de suite ce qui reste des Républicains au vieux monde. Ils disent la majorité dit aux électeurs, ne sauvez rien des Républicains, voyez bien, c'est le vieux monde, l'immobilisme, etc. etc. C'est le sous-texte. Anne Levade et Jean-Baptiste Daoulas. Oui, avec toujours le danger du bras de fer, parce que malgré tout, si tout ça prend aussi une importance telle, c'est d'abord parce que cette réforme institutionnelle, c'était un engagement de campagne du candidat Emmanuel Macron, et qu'il continue à l'annoncer comme tel, j'allais dire avec une forme de surenchère, parce que l'essentiel est préservé, c'est-à-dire la diminution du nombre de parlementaires, l'introduction de la proportionnelle, la limitation dans le temps des mandats, ça ce sont les points sur lesquels il ne voulait pas en rabattre, avec la couche grand débat.
puisque, évidemment, et vous montriez crise les de la images, représentativité. voilà, vous montriez les images. D'ailleurs, il y a une chose qui est assez amusante, c'est qu'on a changé l'intitulé du texte. Le texte n'est plus le même. On était sur une démocratie plus efficace, et là, on est sur le renouveau démocratique. Alors, vous me direz, tout ça, c'est des mots, mais il y a cette idée que ça n'est plus l'efficacité, donc la rapidité, puisque c'était pour une grande part ça qui était l'enjeu de l'année dernière, et que c'est l'idée du renouveau, donc on revient à la confiance. Et d'ailleurs, le début de l'exposé des motifs du texte en l'état dit bien la crise de confiance, et ça, c'était le message martelé par le candidat Macron. Donc en réalité, je ne sais pas si c'est un bras de fer ou un poker menteur, parce que tout le monde a à y perdre. Bien sûr qu'il y a une partie de bras de fer avec les Républicains, ou ce qu'il en reste, pour leur dire attention, on peut avoir définitivement votre peau, mais tout ça peut aussi se retourner contre le chef de l'État, parce que malgré tout, on sait que la deuxième année d'un mandat, c'est jamais le très bon moment pour une révision constitutionnelle. En général, quand on révise, il faut le faire tout de suite, parce que ça n'intéresse pas les Français. À un moment donné, leurs préoccupations sont beaucoup plus terre à terre et ils n'ont pas forcément tort. Alors certes, c'est une réforme qui est plutôt consensuelle. En tout cas, il n'y a pas de point de désaccord majeur, surtout vidée du volet parlementaire. Mais en même temps, tout le monde convient que ce n'est pas le texte qui va sauver le monde non plus. Donc il y a une part d'ambiguïté et tout le monde peut perdre finalement aussi dans cette opération. Jean-Baptiste. Justement, pour prolonger cette idée, il y a des doutes dans la majorité sur l'opportunité de consacrer autant de temps d'hémicycle à l'Assemblée et au Sénat à ces textes. Loi constitutionnelle, loi organique, loi ordinaire. Sur le volet constitutionnel, vous devez aboutir à une version identique entre le Sénat et l'Assemblée avant de convoquer le Congrès. Il peut y avoir un nombre de navettes assez important entre les deux qui prend énormément de temps, alors que comme vous le disiez, les préoccupations des Français sont beaucoup plus économiques et sociales actuellement. Si vous perdez du temps en imaginant que cette réforme n'aboutisse pas, puisque, après tout, jusqu'au bout, jusqu'au Congrès, les 3/5 des sénateurs peuvent ne pas être atteints. En 2008, ça a failli être le cas quand même, il faut s'en rappeler. Si c'est le cas, vous aurez gâché un temps de réforme disponible absolument incroyable. Vous serez mis à dos la population. À dos, je ne sais pas, mais en tout cas, ces gens qui, par exemple, attendent une réforme de la bioéthique, peut-être que vous n'aurez pas pu les satisfaire avant les municipales. Ces élus locaux qui attendent, eux aussi, une réforme du statut des élus, vous n'aurez peut-être pas eu le temps de les satisfaire non plus. Et les retraites, qui est annoncée comme une grande réforme que la majorité présente comme consensuelle, systémique, sur laquelle elle compte capitaliser, notamment pour séduire l'électorat de centre-droit avant les municipales, si vous n'avez pas le temps de la faire, vous ne pourrez pas non plus capitaliser dessus. Donc si vous voulez, cette réforme institutionnelle, qu'est-ce qu'elle rapporte au quotidien des Français, hormis effectivement de respecter une promesse de campagne d'Emmanuel Macron? Surtout que, pardon, je rajoute une chose qui va vous paraître technique, mais en 2008, il y avait une réforme constitutionnelle, et ensuite, pour mettre en application la réforme constitutionnelle, des lois organiques et des lois ordinaires. Là, on a un paquet de 3 textes. Et chacun des 3 textes, s'il n'est pas voté, fait tomber l'ensemble. Je prends un exemple. La diminution du nombre de parlementaires, c'est la loi organique. Mais la diminution du nombre de parlementaires a des influences sur la Constitution. Par exemple, aujourd'hui, il faut 60 députés ou 60 sénateurs pour saisir le Conseil constitutionnel. Si on diminue le nombre de parlementaires, il faut réviser dans la Constitution. Donc, c'est très compliqué parce que si l'un des textes capote, les 2 autres tombent avec. Sont caduques. Et ces 3 procédures d'adoption différentes, et donc le jeu est beaucoup plus risqué. Et d'ailleurs, Laurent Fabius, qui est interviewé dans l'Express cette semaine, le précise, il dit qu'il paraîtrait logique que les seuils soient harmonisés dans la Constitution. Ce qui, en termes diplomatiques, dans tout l'étendue de la capacité d'expression du président du Conseil constitutionnel, veut dire beaucoup. Alors, ce bras de fer autour de cette réforme entre l'Élysée et le Sénat ne date pas d'hier, on l'a dit, mais quelque chose change peut-être un peu la donne, c'est le contexte politique. On l'a déjà un peu évoqué avec vous, Caroline Michel-Aguirre. Il n'est plus tout à fait le même qu'il y a quelques mois. L'échec de LR aux européennes a fait sortir Gérard Larcher du bois et sortir de sa casquette institutionnelle. Hier soir, il a annoncé une convention nationale pour reconstruire la droite et le centre. Il était d'ailleurs plus chef de parti que patron du Sénat hier soir, ce qui n'a pas échappé à la ministre Jacqueline Gourault, qui ne s'est pas gênée pour évoquer une sorte de confusion des genres devant l'association des journalistes parlementaires. Écoutez. Quand le président du Sénat s'intéresse au territoire, c'est normal, puisque je dirais, c'est au fond, le Sénat étant effectivement la Chambre des territoires, il y a là quelque chose de naturel en tant que président du Sénat. Après, quand on réorganise un parti politique, là on est dans une démarche qui ne me semble pas exactement la même.
Alors, Dominique Rousseau, elle le dit avec une certaine douceur, elle l'amène tout doucement, mais elle est quand même en train de dire que Gérard Larcher est sorti peut-être de son rôle, que là, il est entré dans l'arène politique et que maintenant, il fait de la politique. Non, mais président du Sénat, c'est pas une fonction neutre. Gérard Larcher est un sénateur, il a été élu sur une liste Les Républicains, c'est un homme politique qui a des convictions, qui a des engagements, et qu'il fasse don de sa personne pour essayer de sauver ou essayer de sauver la droite. Même en tant que président du Sénat, il n'y a rien là. Pas de confusion des genres pour vous. Il n'y a pas de confusion des genres. Il y aurait peut-être une confusion des genres lorsque participe à cette réunion en tant que tel le président de l'Association des maires de France, le président de l'Association des départements et le président de la région. Si c'est François Baroin qui participe en tant que tel ou maire de Troyes, si c'est Dominique Bussereau qui participe... Bon, ça, c'est différent. Mais s'ils y participent en tant que président de leur association d'élus, là, il peut y avoir confusion. Mais que le président du Sénat travaille à la reconstruction de sa famille politique, il n'y a rien, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Et le fasse avec autant de force, c'est arrivé dès le lendemain des élections européennes. Il y a une espèce de coup de sang. Est-ce que ça peut lui coûter cher politiquement ? Est-ce que là, il se met en opposant à Emmanuel Macron plus qu'en président du Sénat ? Il a cette casquette institutionnelle qu'il a toujours un peu protégée dans ses batailles politiques. Est-ce que là, ça change la donne, Caroline ? Il l'a fait depuis longtemps. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, mais qui est en sous-texte aussi, c'est l'affaire Benalla. C'est la plaie ouverte entre les deux, et je pense qu'il s'est exposé depuis longtemps. Mais juste une réaction par rapport à Madame Gourault. Si on doit suivre sa logique, ça veut dire que M. Emmanuel Macron ne devait pas participer au grand débat, ne devait pas faire le tour de France, et ne pas mettre son visage sur la liste de la campagne aux européennes. Ça n'est pas sa fonction de mener sa liste aux européennes, d'incarner son pari. Il est président de la République. Donc je trouve qu'il y a une extrême mauvaise foi. Soit on considère que les élus sont engagés dans la vie publique et dans la vie de leur parti, soit qu'ils doivent rester dans leur bureau à faire leur fonction stricto sensu, et c'est valable aussi, j'imagine, pour Emmanuel Macron. Gérard Larcher, il y a un moment, depuis 1 an, je ne sais pas combien de Français connaissaient Gérard Larcher avant 2017. C'est l'apothéose de sa carrière, en partie grâce à ou le début, j'en sais rien, la rampe de lancement. Et il a quand même incarné avec beaucoup de sérénité quand même, une opposition qui n'était pas simple puisque le Sénat est un peu seul, on a cessé de le répéter dans cette fonction, et oui, il se saisit de ce moment pour faire de la politique, mais ça me paraît assez logique. Par ailleurs, comme on l'a dit, on ne peut pas dire non plus que les élus républicains se précipitent pour prendre la succession de Laurent Wauquiez. Et pour essayer de reconstruire cette droite. Exactement. La nature ayant horreur du vide, il est normal vers qui on se tourne, ceux qui ont les plus hauts postes. Et qui sont fédérateurs. Quelques présidents de région et le président du Sénat. Ça me paraît plutôt un sens des responsabilités. Jean-Baptiste Daoulas, la critique de Jacqueline Gourault est un peu injuste ? C'est vrai que Caroline Michel a absolument tout dit. C'est extrêmement politicien. Surtout avec la campagne des européennes qu'on a vue, où les ministres étaient incités à s'engager énormément, tout le gouvernement. Elle-même d'ailleurs est beaucoup allée. Jacqueline Gourault elle-même, qu'on a pu voir en meeting également. On aura quand même noté le ton très sénatorial de la remontrance de Jacqueline Gourault à Gérard Larcher. C'est quand même très enrobé, très emballé. Ça restait quand même très un tacle plutôt gentil, quoi. Oui, Anne Levade. Oui, alors en plus, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. D'abord pour rappeler que c'est pas un débutant en matière d'opposition, Gérard Larcher. Enfin, déjà en 2014, quand il redevient président du Sénat, alors que le Sénat rebascule à droite après 3 années à gauche, il est le principal opposant à la majorité de gauche à l'époque. Et la deuxième chose, c'est que pendant cette période-là, y compris d'ailleurs avant l'élection présidentielle de 2017, il, au-delà même de sa fonction de son mandat de président du Sénat, il acquiert l'image d'un sage de la droite. Et d'ailleurs, souvent, on utilise ce terme pour expliquer que lorsqu'il s'exprime pour évoquer la famille de droite, il a une forme de légitimité et d'autorité dans ce qu'il dit. Et d'ailleurs, même s'il a effectivement tout de suite
réagi après les européennes. Vous avez observé, on peut dire c'est parce que le parti va très très mal, mais qu'il a bien dit qu'il le faisait au-delà du parti. Oui. Donc on est vraiment dans une logique. Alors, En vue d'un rassemblement. On peut y voir une lecture très politique pour dépasser le parti et donner un nouveau souffle à peut-être une nouvelle formation politique, mais c'est aussi le moyen de dire je suis un élu de droite, ce qui est vrai, et à ce titre-là, je ne peux pas rester inactif devant la situation à laquelle j'assiste. Et puis c'est vrai que Gérard Larcher, c'est quelqu'un qui a tendance à agir politiquement en période de crise. Il faut se rappeler aussi de la campagne de François Fillon. Il faut se rappeler de ce moment où Gérard Larcher, qui avait beau être un filloniste très proche, a vu que la situation lui paraissait désespérée et a tenté de débrancher François Fillon et de trouver une autre solution, ce que François Fillon n'a pas accepté à l'époque. Mais c'est un moment où, quelque part, Gérard Larcher a essayé de poser un acte aussi à l'époque pour sauver son camp. Le reste du temps, il se drape plutôt dans ses fonctions institutionnelles et il est effectivement très, très habile, surtout depuis qu'il y a un pouvoir macroniste pas toujours très fin et qui en plus a connu l'affaire Benalla qui l'a quand même mis empêtré dans une nasse assez compliquée. Avec des méthodes nouvelles, on va dire. Avec des méthodes nouvelles qui, dans ces cas-là, est toujours très habile pour jouer sur les prérogatives du Sénat, pour quelque part gêner politiquement, mais tout en ayant l'air de toujours respecter les formes et ses pouvoirs constitutionnels. D'ailleurs, dans l'affaire Benalla, il était plutôt en retrait par rapport à la commission. Philippe Bas. Voilà. Il nous reste moins de 30 secondes, peut-être, Dominique Rousseau ? Oui, et si vous voulez, les présidents de l'Assemblée nationale, eux aussi prennent des positions politiques. Souvenez-vous de Claude Barthelone qui a pris des positions sur les fameux 3% qu'on pourrait ne pas respecter. Donc que les présidents de chambre prennent des positions politiques et interviennent en faveur de leur camp, il n'y a rien de scandaleux. Et merci. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat.